Bon, il est 17h30 pile, alors merci d'être là. Merci de vous être déplacé par un temps pareil, parce que c'est encore assez chaud et humide à l'extérieur. Merci d'être venu faire un tour ce soir. Je salue aussi les gens qui nous regardent via le web, ou bien en direct ou en différé. Je m'appelle Philippe Schnob, je suis président du conseil d'administration. Je voulais vous présenter, vous les connaissez déjà, mais je le fais à chaque mois, les gens qui m'accompagnent. Madame Marie Turcotte, représentante des clients du transport adapté. Bonjour Marie. Monsieur Jean-François Parenteau, maire de l'arrondissement de Verdun. Monsieur Édouard Janisewski, maire de Dollard-des-Ormeaux. Monsieur Francisco Miele, conseiller de ville dans l'arrondissement Saint-Laurent. Madame Nathalie Pierre-Antoine, conseillère de l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Bonsoir. Monsieur Luc Tremblay, directeur général. Bonsoir. Monsieur Marvin Rotran, vice-président du conseil et conseiller de l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Bonsoir, good evening. Bonsoir. Madame Claudia Lacroix-Perron, représentante des clients du transport collectif de 35 ans. Bonsoir. Monsieur Pierre Gagné, maire de Onsic-Cartierville. Bonsoir. Madame Marie Plourde, conseillère de l'arrondissement Plateau-Mont-Royal. Bonsoir. Et Madame Sylvie Tremblay, secrétaire générale et directrice exécutive des affaires juridiques. Bonsoir. Et la table ici, Mme Danielle Forêt, Mme Marguerite Sauva. Alors, merci à tous d'être là. Comme on en a pris l'habitude, quelques mots sur les événements, les choses qui se sont déroulées au cours des derniers mois, depuis notre dernière rencontre au début du mois de juillet. J'y vais un peu dans le désordre, mais la plus récente, vous avez certainement pris connaissance de la réouverture de la station Beaubien lundi dernier, après quelques mois de fermeture. Les résidents donc ont été heureux de pouvoir recommencer à prendre le métro dans leur station après 4 mois de fermeture. Ceux qui sont passés par là ont vu l'ampleur des travaux. Je le rappelle pour les autres, on a refait la dalle structurale à l'entrée, la membrane d'étanchéité. Rien de très apparent, ceux qui sont passés l'ont sûrement remarqué. À l'œil, on se dit qu'est-ce qu'ils ont fait, mais c'était des travaux quand même très importants parce qu'il fallait à la fois rénover la station tout en maintenant son aspect original, donc en respect du patrimoine. Il fallait évidemment que ça demeure fonctionnel. Et vous avez aussi remarqué, si vous êtes allé, la nouvelle signalétique. Et si vous n'y êtes pas allé, je vous invite à sortir du métro si vous passez par là. Ça vous permettra de voir de quoi aura l'air la nouvelle signalétique qui sera déployée là, au cours des prochaines années, progressivement dans le réseau, au gré des travaux qui seront effectués dans les stations. Alors, le chantier, vous l'avez remarqué aussi, n'est pas complètement terminé. La fin du projet est prévue pour janvier 2016. C'était prévu, il n'y a pas de retard, c'était prévu. On voulait rouvrir la station dès que possible pour pouvoir permettre aux clients de se servir de la station Beaubien, mais il était prévu que des travaux se poursuivent, comme ça se fait d'ailleurs dans plusieurs stations. Il y a des travaux en cours pendant que le métro roule. Alors, ce qui reste à faire, c'est la marquise extérieure, la boucle qui surplombe, qui entoure la boucle de bus. Il y a des aménagements à faire à l'extérieur. Il y a plus de ventilation naturelle aussi, certains travaux électriques. Et évidemment, ces travaux-là vont se compléter, comme je l'ai dit, d'ici la fin janvier. Un mot sur Opus en ligne. Vous avez certainement entendu parler de ça cet été. On a lancé un service qui permet aux gens d'acheter leurs titres en ligne. Donc, on a déployé principalement une plateforme transactionnelle. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Une plateforme transactionnelle qui permet désormais aux gens de renouveler leurs titres à distance. Et pour le moment, l'outil dont on peut se servir pour le faire, c'est cet appareil, ce lecteur USB qui est donc en vente actuellement. Et dès que la technologie le permettra, on pourra utiliser des technologies différentes, notamment, et on y travaille très activement, la technologie NFC. Donc, éventuellement, les gens pourront renouveler leur carte Opus et leur abonnement avec un téléphone. Ce n'est pas pour les prochains mois, donc il est encore pertinent de se procurer le lecteur USB qui sera utile et qui sera certainement utile aussi pour les gens qui n'ont pas accès à des téléphones intelligents. Les derniers chiffres, ça me fait plaisir de le dire parce qu'il y a eu quelques petits commentaires au cours des derniers mois sur le fait que sur l'aspect de l'appareil et tout. On est, aux dernières nouvelles, il y a 5200 appareils qui ont été vendus. Donc, depuis la dernière fois qu'il y a eu un décompte, il y a quelques semaines dans un journal, il y a quand même plusieurs personnes qui se sont procurées. Ce qui est signe qu'on en parle en bien ou en mal, il y a toujours un besoin. Puis il y a des gens qui disent « Ah, c'est vrai, je voudrais l'avoir. » Et particulièrement cette semaine, les gens qui ont fait la file pour acheter leur carte, renouveler leur carte, se sont certainement dit qu'il y avait des façons plus efficaces de le faire. Et on invite les gens d'ailleurs à le faire en se rendant à opusenligne.ca. Vous avez sûrement entendu parler aussi du début des tests de jour des voitures de métro Azur. Vous avez peut-être même eu la chance de le voir passer.
parce que depuis une semaine, un jour, le train Azur circule 2 jours dans le réseau. C'est donc une nouvelle phase des essais. Il y a 2 trains qui vont circuler. Il y en a un qui est complètement équipé, c'est-à-dire que les bancs sont là, l'équipement, la finition est terminée. L'autre est encore en élaboration. C'est du train qu'on utilise pour faire des tests avec des poches de roche ou de sable pour simuler le poids de la clientèle. Donc celui-là, évidemment, on ne peut pas l'endommager. Et ces trains-là vont continuer à circuler 2 jours pendant les prochains mois. Et la mise en service clientèle, donc à partir du moment où vous pourrez le prendre, c'est toujours prévu selon notre fournisseur à la fin de 2015, si tous les essais qui sont prévus sont complétés avec succès. Évidemment, on va vous tenir au courant du développement de ce côté-là d'ici la fin de l'année. Et je vous parle de voies réservées aussi. On a quand même inauguré plusieurs voies réservées au cours de l'été. Il y a d'abord le prolongement de la voie réservée sur Beaubien qui a été inaugurée il y a quelques semaines dans Rosemont-la-Petite-Patrie. C'est une voie réservée de 4,3 km qui constitue le prolongement de la voie qui était là déjà depuis 2009. Il y en a une autre qui a été lancée dans l'arrondissement d'Antique-Carteret, l'arrondissement de M. Gagné. Merci M. Gagné, sur le boulevard de l'Acadie, 4,4 km. Et une voie sur le boulevard des Sources, notamment dehors des Ormeaux, donc chez M. Janicevski, 8,6 km. Donc c'est une voie réservée qui part de Pierrefonds-Roxboro, qui traverse de l'art des Ormeaux, qui se rend jusqu'à Pointe-Claire. Donc c'est des initiatives dont on est très fiers. Il y a d'autres projets qui sont à l'étude, on va vous faire part de ça le plus rapidement possible. On a aussi ajouté des taxis collectifs à Sainte-Anne-de-Bellevue et à l'île d'Isard. Et pour ceux qui ont lu le journal ce matin et qui se demandent quand est-ce qu'on va rajouter une navette fluviale, je peux juste vous dire que c'est un projet effectivement pour lequel on a été approché pour essayer de faire une étude. Donc on a fait appel à notre expertise pour évaluer le besoin, pour évaluer la faisabilité, pour évaluer aussi la pertinence de le faire, comme on le fait dans tous les projets qui nous sont proposés, qu'on étudie. Mais il n'est pas question, au bout du compte, qu'on achète des bateaux. Alors, soyez assurés, on va continuer à s'occuper des autobus, des minibus, on va continuer à s'occuper des métros, mais il n'est pas question d'acheter des bateaux. On fait une étude, on va donner les résultats de l'étude aux gens qui nous ont demandé de faire l'étude, et puis les décisions se prendront à ce niveau-là. Alors voilà, ça fait le tour des sujets dont je voulais vous parler, puis je vais inaugurer une nouvelle tradition. Maintenant, je vais demander aussi à M. Tremblay, directeur général, de vous dire quelques mots sur les aspects très plus opérationnels de l'entreprise. Alors, M. Tremblay, je vous souhaite une bonne saison, puis je vous cède la parole. Merci beaucoup, M. le Président. Effectivement, sur la suggestion du président du conseil d'administration, j'aurai la chance dès ce soir et à compter des mois à venir de pouvoir échanger avec la clientèle et surtout de partager les enjeux, soit opérationnels ou administratifs, qu'on va avoir eu peut-être la chance de vivre au quotidien dans les semaines préalables à différents conseils. Donc, je le remercie de me donner cette opportunité-là, mais surtout de me donner l'opportunité aussi de parler des plans d'action qu'on va mettre en place et des solutions qu'on va mettre en place pour faire face à ces enjeux-là. Alors, si vous le voulez bien, ce soir, le premier sujet que j'avais l'intention de discuter avec la clientèle pour ce soir, c'est un sujet, je pense, qui est d'actualité. C'est tous les enjeux et les difficultés qu'on a en ce moment à livrer le service bus. Je tiens à faire le point à ce sujet-là parce qu'on entend beaucoup de choses. On a même été jusqu'à certains endroits à dire qu'il y avait des coupures planifiées au niveau du service bus, que c'était, même certains observateurs ont laissé sous-entendre que ça pouvait être pour équilibrer notre budget ou par manque de financement. Alors, je voulais un petit peu rectifier le tir à ce sujet-là parce que ce n'est pas du tout le cas. On n'est pas en mode planifié de coupure de service ou quoi que ce soit. On vit des problèmes, on a des enjeux au quotidien, à tous les jours, à tous les matins que le bon Dieu amène. On a des décisions à prendre pour faire face à certains enjeux. Quels sont-ils, ces enjeux-là? Ils sont de 3 ordres. Dans un premier temps, à tous les matins, on manque de bus. On n'a pas le nombre de bus suffisant pour faire face aux bus qu'on aurait besoin pour faire le service planifié. À titre d'indicatif, au 31 juillet dernier, on a livré 99,1 du service qui était planifié. Par exemple, dans les dernières années, dans les 5 dernières années, la moyenne était plus aux alentours de 99,4 à pareille date. Ça peut sembler pas beaucoup, 0,3 mais compte tenu de l'ensemble des kilomètres qu'on peut faire dans une année, c'est
quelque chose qui devient très sensible et très visible pour la clientèle. Alors, pourquoi on est aux prises avec ce genre de situation-là? On fait face à une recrudescence de la fiabilité de nos bus. C'est-à-dire qu'on a des problèmes de fiabilité avec nos bus de différentes façons. Même les bus plus récents qui nous sont livrés, on a des problèmes de conformité. Pour les bus qui sont là depuis quelques années, on remarque une augmentation des pannes. On a des indicateurs qui nous permettent de suivre les pannes, le nombre de pannes, le nombre de kilomètres entre deux pannes. Donc, on fait face à des difficultés de ce côté-là. On a aussi, comme toutes les sociétés de transport, toutes les institutions publiques au Québec en ce moment, on fait face aussi à un déficit de maintien d'actifs. Que ce soit les ponts, les routes, les hôpitaux, les écoles, les sociétés de transport ne font pas exception à la règle. On doit rénover nos infrastructures qui ont atteint leur durée de vie utile. Il y en a qui sont en grande partie rendues à 40 ou 50 ans d'âge. Donc, par analogie, c'est comme si vous invitez la visite à la maison pour prendre un souper et on rénove la cuisine. Donc, nous, ce qu'on a besoin de faire, c'est de rénover nos infrastructures pendant qu'on continue à livrer le service, ce qui n'est pas simple. C'est, encore une fois, on comprend que ce n'est pas à la clientèle de payer pour ça, mais c'est des défis de tous les jours et ce n'est pas évident. Que ce soit, par exemple, pour remplacer nos vérins, qui est l'équipement qui nous permet de soulever les bus pour les réparer, ou jusqu'à aller à remplacer ou reconstruire notre complexe Crémazie, qui est responsable de tout l'entretien majeur, qui a été construit en 1948 et qu'on va reconstruire tout en continuant l'entretien. C'est pas facile de faire ça et nos employés doivent faire face à ça tous les jours. Dans un autre ordre d'idée, il y a aussi des bus qu'on ne peut pas rendre disponibles tous les matins pour le service parce qu'on s'est donné le mandat aussi de continuellement améliorer l'expérience de nos clients et on a des projets dans ce sens-là. Donc, par exemple, on a un projet qu'on va déployer très bientôt, qu'on vous a parlé à plusieurs reprises, qui s'appelle le projet e-bus. On est sur les derniers 1000 du projet et on doit consacrer, même si ce n'est pas beaucoup, une vingtaine de bus tous les jours pour tester les applications qui vont être déployées très bientôt. Donc, ces bus-là, malheureusement, ne sont pas disponibles, mais c'est un petit sacrifice à faire pour être en mesure de déployer quelque chose qui, pour la clientèle, dans un avenir très rapproché, va être très intéressant. Donc, ça, c'est la première famille d'enjeux, c'est qu'à tous les matins, on a de la difficulté à avoir le nombre de bus nécessaires pour livrer le service. On a aussi des enjeux au niveau du personnel. À tous les matins aussi, il nous manque du personnel de tous les ordres, que ce soit parce qu'on a des départs à la retraite plus importants qu'on avait prévus, ou on fait face à un taux d'absentéisme assez important dans l'entreprise en ce moment. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas nécessairement tous les effectifs pour livrer le service à tous les matins. Et la troisième catégorie d'enjeux, et ça, encore une fois, c'est une réalité, on doit vivre avec. Vous le savez, à Montréal, il y a plus, je pense, de 400 chantiers de construction sur les routes en ce moment qui créent beaucoup de déroutage et de congestion routière. C'est comme si vous vous promenez avec votre voiture à Montréal ces temps-ci, c'est loin d'être simple. Imaginez un chauffeur d'autobus qui, avec beaucoup de clients dans son bus, qui doit se promener avec les déroutages et la congestion. C'est loin d'être simple aussi. Ceci étant dit, ce n'est pas la faute de personne. Il faut les faire, ces travaux-là, mais ça complexifie notre travail à tous les jours. Ceci étant dit, c'est beau de parler des enjeux, mais encore une fois, je le répète, ce n'est pas la clientèle à payer pour ça et à faire les frais de ces enjeux-là. Donc, on a mis en place quand même des plans d'action pour être capable de livrer le service le plus possible à tous les matins, d'autant plus que c'est la rentrée en ce moment. Donc, on est conscient des impacts que ça peut avoir sur la clientèle. Donc, on a un plan d'action qui va d'ailleurs être présenté au conseil d'administration dans les prochains jours, qui adresse les 3 grandes problématiques que je viens de vous livrer. Que ce soit au niveau de la disponibilité des bus, on a fait des équipes spéciales avec nos employés d'entretien et avec nos fournisseurs pour adresser des problématiques particulières sur certaines composantes. On a mis en place aussi toute une mécanique pour revoir nos processus d'entretien. On a même mis en place un atelier mobile sur le réseau qui permet d'adresser ce qu'on appelle dans notre jargon les coupons, les signalements à service, qui, lorsqu'il y a des petits bris sur les bus, au lieu de prendre le bus et de l'envoyer dans le garage et que l'autobus soit non disponible pendant un bout de temps, on peut faire l'entretien sur la route. Ça permet de libérer quand même un petit peu des bus pour être capable de rendre le service à tous les matins. On a entrepris aussi des démarches commerciales avec nos fournisseurs pour adresser la problématique chronique de fiabilité. Donc ça, on travaille fort avec ces partenaires-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour être en mesure de maximiser la disponibilité des bus. En ce qui concerne le manque de personnel, on a fait des blitz cet été, de temps supplémentaire. On a engagé aussi du personnel supplémentaire pour faire face aux problématiques que je vous expliquais tout à l'heure. Et on a bon espoir que dans un avenir rapproché, on va pouvoir corriger le tir. Finalement, en ce qui concerne les chantiers, je ne pense pas que ce soit la responsabilité ou la faute de nos partenaires de Montréal ou de Québec.
J'expliquais tout à l'heure que c'est nécessaire de faire ces travaux-là. On travaille de main dans la main avec ces gens-là. On est en partenariat. On est même en amont des travaux pour les planifier le plus possible et de s'assurer qu'il y a le moins d'enjeux possible pour la clientèle. Donc, on est déjà à pied d'œuvre avec eux pour trouver des solutions. En conclusion, je voulais rassurer tout le monde, on fait tout ce qu'on peut pour faire en mesure de régler la situation le plus rapidement possible. Je répète qu'encore une fois, ce n'est pas à la clientèle de faire les frais de ça, mais je voulais quand même faire le point à l'effet qu'on n'est pas en mode de coupure planifiée, mais pas du tout. On fait tout ce qu'on peut à tous les matins pour livrer le service. Dans ce cadre-là, évidemment, notre plan d'action, on espère qu'il va générer des retombées ou des bénéfices rapidement. Ceci étant dit, il faut être honnête, dans le plan d'action que je viens de vous donner, il y a des bénéfices qui vont se matérialiser peut-être sur une plus longue période. Il y a des démarches à long terme. Mais encore une fois, je répète qu'on fait tout ce qu'on peut pour faire en sorte de rectifier la problématique le plus rapidement possible. J'en profite en terminant pour remercier notre clientèle de sa patience, de sa compréhension. Et je l'invite à continuer à nous donner au jour le jour les plaintes et les commentaires qu'on nous fait face, qu'on nous transmet, parce que c'est avec ça que ça nous permet de s'améliorer. Évidemment, on a des gens qui surveillent le réseau aussi, mais quand on a le feedback de la clientèle au quotidien, c'est toujours plus facile. Et je les invite à utiliser le même processus qu'à l'habitude et de contacter notre département des commentaires. Merci. Merci, M. Tremblay. Quand on dit qu'on manque de bus, c'est pas par rapport au nombre de bus de la flotte. C'est dans la flotte le nombre de bus disponibles. Donc, on en achèterait plus. Ces bus-là seraient davantage prévus pour le service, donc on aurait la même situation. Et, merci pour ces précisions. On va passer maintenant à la période des questions du public. M. Julien Pelletier. Vous pouvez baisser. Ah bien, quelqu'un va le faire après. Ouais. Bonsoir, M. Pelletier. Bonsoir, M. le Président. Je souhaite bonsoir à M. le Président et ainsi que tous les membres de l'administration, du conseil d'administration et également à M. Tremblay. Monsieur le Président, je veux vous poser une question ce soir. Cependant, je veux vous parler aussi de la réunion que vous avez provoquée entre les responsables du service adapté, service de transport adapté, et votre humble serviteur. C'est une réunion qui a été quand même assez fructueuse. Et ça s'est terminé par le sentiment que j'avais, que j'ai eu, que j'étais jamais content. Et au début, j'étais un petit peu déçu. Mais après ça, je me suis dit, mais ils ont peut-être raison, que je suis jamais content. Alors peut-être ce soir, avant de poser ma question, je voudrais vous faire part de quelques événements, quelques problèmes ou quelques légers problèmes que j'ai. Et comme on va démontrer, peut-être qu'ils ont raison, je suis jamais content. Alors, le premier problème que je veux mentionner, c'est ce qui est arrivé là, en février dernier, au pire du froid. C'est une dame qui est complètement usagère du transport adapté, qui est complètement aveugle comme moi et qui est complètement sourde, qui avait été oubliée sur un trottoir. Alors, malheureusement, elle a paniqué, cette dame, et on le sait à moins parce que pour elle, c'est comme si elle avait été jetée en plein milieu du pôle Nord. Le deuxième point que je veux mentionner, c'est que récemment, on a su qu'il y avait des usagers du transport adapté, des personnes, des femmes déficientes intellectuelles qui auraient été agressées par certains chauffeurs, agressées sexuellement. C'est sûrement pas un acte de bravoure, cette affaire-là. Mais un point qui m'agace beaucoup, c'est le fait que les chauffeurs de taxi de transport adapté refusent d'utiliser leur climatiseur l'été et le chauffe-eau l'hiver. Alors, ce qui fait qu'ils ouvrent les fenêtres et qu'on est réduit à subir ce qu'on appelle bonheur-malin, la température ambiante. Ce qui fait, à mon avis, qu'on change, on amène les usagers du transport adapté à être des popsicles l'hiver et des barbecues l'été. Écoutez, ça rapporte aux chauffeurs de taxi de ne pas faire ça, de ne pas utiliser le chauffette ou le climatiseur. Ça leur rapporte
2 par quart de travail de 14 heures. Est-ce que ça vaut ça? Tant mieux pour eux, mais nous, on a le problème. L'autre chose, c'est que, évidemment, je ne suis pas content. Là, j'essaie de prouver qu'ils ont raison, nos administrateurs du centre adapté, à l'effet que je ne suis pas content. Je ne suis pas content que certains chauffeurs essaient de me voler mon argent. Mais là, je n'ai pas l'argent, ils me demandent 75 cents de plus. Bon. Alors, ils se disent, il est aveugle, il ne connaît pas l'argent. Bon. Mais je connais l'argent. Alors, à ce moment-là, je lui ai dit, écoute, on va aller voir ton boss. Alors, non, vous me devez rien, monsieur. Alors, l'autre chose, c'est au téléphone. Au téléphone, ils sont au téléphone des heures de temps. Et en même temps qu'ils font ça, monsieur le Président, ce qu'ils font, ils descendent et ils font monter des gens en fauteuil roulant, mais ils ne sont pas concentrés. Ils sont concentrés sur le téléphone. Soit qu'ils règlent le problème financier, ou bien donc qu'ils règlent le problème plus personnel, si on peut dire. Je ne suis pas content non plus de la radio. Et la radio, c'est-à-dire que les chauffeurs de taxi font jouer des... D'abord, à plein mandement, ils font jouer des CD de différentes sectes religieuses. Bon, ça te dit que la fin du monde est proche, que des sectes un peu spéciales, je pense. La fin du monde est proche. Bon, éloigne-toi du sexe, approche-toi de Dieu. Écoutez, moi, j'ai rien contre m'approcher de Dieu, Monsieur le Président. Oui. Alors, ça sera pas long. Et c'est que la semaine passée, j'ai eu un nouveau twist. Le gars, le chauffeur de taxi, au lieu d'avoir des CD religieux, il y avait un CD pour apprendre une langue étrangère, M. le Président. Alors, tu lui parles, il ne te répond pas. Parce qu'il est concentré là-dessus. Mais là, je comprends cet aspect-là. Est-ce qu'il y avait un autre aspect là, que vous voulez noter? Ben, je te dis, non, je peux vous écouter, Non, monsieur. ça va, la liste est déjà... Oui, mais écoutez, monsieur, je peux vous en donner plusieurs. Mais écoutez, je peux vous poser ma question. Ma question est la suivante, M. le Président. Je me demande pourquoi les responsables du transport adapté ne forcent pas les chauffeurs de taxi du transport adapté à donner les services pour lesquels ils sont payés par les contribuables du Québec. Parce qu'à ce moment-là, écoutez, si vous gelez l'hiver et vous devenez comme un barbecue l'été, c'est pas du service, ça. Je comprends très bien. Puis quand ces incidents-là se déroulent, j'imagine que vous téléphonez pour indiquer dans quel contexte ça s'est passé, avec quel chauffeur, pour que les gens du transport adapté, justement, puissent intervenir auprès des bonnes personnes. Bien, écoutez, je l'ai fait, mais seulement ce qu'on nous dit, mais ici, on ne fait pas de plainte, on fait juste des commentaires, monsieur, au service à la clientèle. Alors, à ce moment-là, un service à la clientèle qui n'a pas le droit de faire de plainte, ça fait bizarre un peu. Monsieur Gagnon, vous connaissez monsieur Mario Gagnon, je vais lui demander là, de répondre à certaines des choses. Là, on n'ira pas dans le détail de tout. Non, mais écoutez, parce que je veux laisser la chance à d'autres de poser une question. Oui. Oui, bonjour, M. Pelletier. Mario Gagnon, directeur du transport adapté. Je comprends que, comme la dernière fois on a discuté, il y a un certain nombre d'éléments que vous n'êtes pas satisfait de notre service. Ce qu'on vous a dit la dernière fois en discutant avec vous, et rappelez-vous bien, c'est de nous aider à identifier les chauffeurs qui ne donnaient pas un bon service. Et c'est pour ça, si vous vous rappelez bien, on vous a laissé la carte d'affaires de notre chef de division du service à la clientèle pour que vous puissiez, vous et votre aidante naturelle, proche aidante. Proche aidante, excusez-moi, puissiez l'appeler directement et partager votre expérience et qu'on puisse identifier les bons chauffeurs qui ont ces comportements-là. Les bons chauffeurs? Les chauffeurs qui ont eu le comportement que vous étiez déçus. Ça vous convient? Alors, merci, M. Pelletier. C'est sûr que c'est un dossier qu'on va suivre et qu'on vous invite à nous aider aussi à suivre. Monsieur Laurent, on va faire un test de son. 1, 2, 3. Monsieur Laurent Morissette. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir aux membres du CERF. Écoutez, il y a quelques mois, j'ai entendu la déclaration de M. Tremblay à la radio, ayant pour effet de dire que lorsque la STM rentrait dans les travaux pour les stations, ne sortait pas du travaux de station avant que la station soit mise en accessibilité. Alors,
ça va sans dire que je suis tombé de ma chaise, puis pour être honnête, à la grosseur que j'ai, tomber de ma chaise, c'est assez difficile. Alors j'aimerais avoir une précision, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu des travaux pour la station Jolicoeur, puis la station Longueuil, puis Angrignon, qui sont des 3 stations les moins profondes. Donc je ne sais pas si M. Tremblay faisait référence aux stations qui viendront sous son administration, sous sa direction, à être rénovées, ou les stations précédentes, je ne sais pas, parce que c'était pas très clair comme affirmation. J'aimerais qu'il précise, s'il vous plaît. Monsieur Tremblay. Oui, bien écoutez, Monsieur Morissette, j'ai malheureusement pas souvenir d'avoir exprimé ce sujet-là, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est certain que l'accessibilité universelle dans le métro, c'est une priorité pour la STN. Ceci étant dit, on fait face à plusieurs contraintes et on ne peut pas nécessairement faire ça à la vitesse qu'on voudrait que notre clientèle puisse en bénéficier. J'ai malheureusement pas souvenance d'avoir mentionné qu'on faisait la rénovation des stations et qu'on passait à travers toutes les stations d'accessibilité universelle quand on le fait. On fait dans nos programmes qu'on appelle Réno Système 4 stations étant accessibles à raison de 4 stations par phase du programme. Et c'est sûr qu'on va avoir une vitesse de croisière beaucoup plus élevée que ça dans les stations que pour l'accessibilité universelle. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question ou si vous pouvez me citer exactement quand est-ce que je peux avoir dit ces choses-là, mais je ne me rappelle pas avoir mentionné ça précisément. Bien, il me semble que c'était au 98.5, je pense, au début du mois de juin. Oui, ça c'est vrai, je lui ai fait une entrevue, donc, effectivement. Ben, je ne me rappelle pas le verbatim mot à mot, mais ça voulait dire ça à peu près. C'est que quand la STM commence des travaux de rénovation, oui. Vont prendre en compte l'accessibilité. Donc, je vais trouver ça un petit peu... J'étais comme très, très étonné parce que je savais exactement la condition de métro Jolicoeur, puis Longueuil, puis Angrignon qui ont été rénovés récemment, sans compter aussi la station Beaubien. Donc, je dirais, pour les 3 stations que j'ai mentionnées précédemment, c'est les 3 stations les moins profondes de Montréal. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre que vous ayez mentionné ça. Bon, sauf erreur, je pourrais rectifier le tir à ce moment-là. Ce que j'ai probablement voulu dire et ce que je vous dis actuellement, c'est que c'est sûr que c'est toujours une priorité pour nous, mais avec les contraintes qu'on a, juste par exemple, faire un ascenseur, ça peut aller de 5 millions à 15 millions. Et quand on planifie les projets d'accessibilité pour mettre un ascenseur ou faire toutes sortes de choses, ça se fait qu'il y a plusieurs critères et malheureusement, il n'est pas possible de faire toutes les stations qu'on entreprend sur la rénovation. On y va par priorité et en fonction des budgets qui sont disponibles. D'accord. Il y a quand même des travaux, il faut le rappeler, actuellement en cours à Place d'Armes. Il y a des travaux qui sont en cours à Snowden. Il y a des travaux qui sont en cours à la station Rosemont. Est-ce que j'en oublie? Alors, il y a quand même des choses qui se passent, puis il y en a d'autres qui sont planifiées aussi pour les prochaines années. Donc, ce n'est pas un projet, ce n'est pas un dossier qui est arrêté, c'est un dossier qui est très actif. Et si on peut trouver des manières de l'activer davantage, ça va nous faire plaisir de le faire. J'espère bien. Si vous me permettez, juste une petite question. On sait très bien que la question de la station Bonaventure, donc ça a été un bon match de tennis depuis les dernières années avec l'AMT et tous les autres partenaires. Je ne sais pas si vous avez d'autres nouvelles quant à l'avancement de la pose de cet ascenseur-là, parce que donc ça fait assez honte à Montréal de dire qu'on a un ascenseur, mais on ne peut pas s'y rendre. Donc, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes avec ça. Écoutez, je ne pense pas qu'il y ait de développement. Vous connaissez aussi le contexte là, dans lequel se trouve l'AMT, qui sera remplacé éventuellement par un autre organisme. Donc, je ne peux pas vous dire là, où en est le dossier présentement du côté de l'AMT. Et puis, il faudra voir là, quelles sont les priorités qui sont mises de l'avant pour l'avenir par le nouvel organisme qui aura ces responsabilités-là. Donc, c'est le statu quo? Bien, ça l'est pour le moment, oui. D'accord. Merci. 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 Monsieur Gilbert Bauer. Bonsoir. Vous avez passé un bel été? Oui, mais il n'est pas fini l'été. Hein? Oui, non, loin de là. Il continue jusqu'à lundi prochain, là, avec des 30 degrés, des 29 degrés. Ouais. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Oui, moi, est-ce qu'on peut soulever plusieurs points? Bien, en général, vous avez 2 questions. Alors, OK. Mais on peut avoir d'autres points. Vous reviendrez le mois prochain pour les autres. Non. Moi, j'ai 2 petits... alors, je vais venir avec 2 questions seulement.
ben, Il y a un petit déroutage qui me dérange beaucoup actuellement, c'est celui-là de bus 31, à cause de la terrasse rouge qui assure Saint-Denis maintenant. le 31, Le 30, Le 30, excusez, oui. le 30, excusez. Le 30, oui, à cause de la terrasse rouge sur Saint-Denis. Saint-Denis, qui fait toute la largeur ou pratiquement tout le oui, chemin, oui, tout- oui, tout- oui. bon, voilà. Allez-y. Alors là, le 30, une fois qu'il arrive au passe de Berry, qui s'en va au métro Sherbrooke, il ne peut plus prendre la rue Roy, s'arrêter à l'arrêt au coin de Roy et Saint-Denis comme c'était avant. Il faut qu'il prenne Chérier à droite, qu'il revienne sur Sherbrooke et qu'il remonte par Sherbrooke pour pouvoir s'arrêter. Et puis en plus, il n'a plus le droit de s'arrêter maintenant à cause de cette terrasse au coin de Marianne, le 30. Est-ce qu'il y a moyen, vous, à l'ESTEM, de faire respecter l'itinéraire quand il y a des arrondissements qui prennent des décisions à supprimer des voies de circulation, à mettre des terrasses sur les rues, des affaires de même, à préserver de façon intégrale l'itinéraire des autobus et qu'ils puissent s'arrêter aux arrêts comme c'était avant? Est-ce que vous pouvez arrêter de négocier avec imposer Je vos sais- règles aux Je veux dire que je ne arrondissements? sais pas comment ça s'est organisé. Est-ce que ça crée des problèmes au niveau des arrêts de bus? Ça semble être le cas. M. Bélanger, qui est toujours sensible à ces enjeux-là, pourra prendre la question en considération puis vous revenir, là, parce que je ne suis pas sûr qu'on ait la réponse. Oui, parce qu'il faut que la STM, que les arrondissements respectent l'itinéraire des autobus de départ et qu'ils respectent les arrêts pour qu'ils ne changent pas la disposition des arrêts à leur gré, les arrondissements, comprenez-vous? C'est la STM, c'est à eux de dire non, ces arrêts restent à cette place, l'itinéraire reste intégral, on ne change rien du tout. Là. On n'est pas comme Post Canada quand même. Là. On ne dort pas. Non, c'est ça. Oui, allez-y, Marie. Pour M. Bauer, juste vous dire que c'est une initiative de la Ville-Centre, que la rue Saint-Denis est une artère et qui est gérée, là, qui est sous l'administration de la Ville-Centre. Et c'est quand même un dossier qui a été fait en collaboration aussi avec les commerçants, la SDC de la rue de la Saint-Denis. Et c'est effectivement un point qui a été soulevé par les commerçants, qu'il y a eu 2 arrêts qui ont été enlevés. Donc, je pense que ça peut être discuté. Voilà. Alors, c'est à la STM de dire non, les arrêts, on les ôte pas, on les laisse. Ben, il faut s'adapter aux circonstances. Bonsoir, M. Bauer. J'aimerais mettre ça en contexte. La loi donne la STM sur temps de droit, c'est vrai. Mais par contre, la ville, les arrondissements, les villes liées sont nos partenaires. Et on travaille étroitement pour des objectifs communs. Parfois, les villes ont des autres objectifs qu'on partage, comme de donner un souffle au commerce local, de créer une animation sur les artères commerciales. Ils travaillent avec nous pour assurer le maintien des services. Parfois, c'est prendre des tournements d'une route ou une portion de route, mais ils travaillent avec nous autres pour assurer qu'il n'y ait aucun préjudice majeur aux usagers. En même temps, la STM est fière d'aider nos partenaires à accomplir leurs objectifs, soit des ventes de trottoirs, les terrasses rouges, des choses comme ça, qui est très, très important pour pas seulement que la ville est une ville humaine, ville en santé, mais aussi ça attire activité économique vers l'apprentissement de Montréal. C'est bon aussi pour le transport en commun. Donc, on ne dit pas aux partenaires, non, vous ne pouvez pas faire ça parce que c'est vrai qu'on doit supprimer une arrête et demander aux usagers d'aller un coin à l'ouest ou à l'est. Dans le cas d'Autobus 30, quand j'ai lu que la terrasse rouge était faite, j'ai pris le soin de vérifier s'il y a beaucoup de plaintes ou non. Il n'y a pas des plaintes que nous avons reçues, à ma connaissance. Donc, aussi, ce n'est pas une chose permanente. Dans quelques semaines, quelques mois, ça va être retiré, le trajet va être rétabli comme faut. J'aimerais juste vous indiquer, quand il y a vraiment un préjudice majeur aux usagers, les STM utilisent leur pouvoir. Mais la ville est un partenaire. L'agglomération nous donne plus que 400 millions de dollars par année pour faire des services. Donc, effectivement, on ne va pas avoir une attitude confrontationnelle avec eux, mais essayer de faire une partnership qui travaille pour tout le monde, fonctionne pour tout le monde. Merci, M. Rotran. Oui, mais Vous avez une autre question.
Non, mais je vais finir là-dessus. Là. Ben, Pour les usagers, ça crée quand même des inconvénients. on là, prend en parce que- considération, on va regarder quels sont les inconvénients, puis on pourra vous revenir à Non, savoir parce quelles qu'il sont les on ne modifications. tient pas trop compte des usagers On là-dedans. nous a fait part aujourd'hui là, de ça aussi. Donc on va Oui, examiner je n'ai la pas fait de situation. plainte là par téléphone. Je viens ici pour me plaindre. Bon, ben, c'est noté. Vous avez une autre question? Oui, le deuxième, là, j'ai lu que à partir de 2016, il y aura des bus, les bus hybrides vont avoir la climatisation. Alors, pourquoi on ne peut pas mettre la climatisation dans tous les bus? Ça, ce serait une bonne affaire. Parce qu'il y a les frais d'installation de l'air climatisé après coup sont très élevés. Et aussi la raison pour laquelle il n'y avait pas d'air climatisé dans les bus traditionnels au diesel, c'est que l'air climatisé a un impact sur la consommation d'essence. Et maintenant qu'il y a des bus hybrides qui consomment moins d'essence, la question devient moins cruciale à cet égard-là. Donc c'est pour ça qu'à partir de maintenant, donc à partir de 2016, on va acheter 27 bus. Il y en a 20 qui auront l'air climatisé. Puis à partir de là, selon les résultats qu'on aura, tous les autres bus qui sont achetés pour les prochaines années auront l'air climatisé. Donc ça va prendre quelques années avant qu'il y ait un nombre substantiel de bus, mais éventuellement, et à plus forte raison quand on n'aura que des bus électriques, là, comme il est prévu, si tout se passe bien à compter de 2025, bien là, la question de la consommation d'essence se posera plus. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas question de revenir en arrière et de l'installer dans des bus qui sont, pour certains, là, presque à la fin de leur durée de vie utile. Ah bon. Donc, on va encore souffrir durant les grosses chaleurs pendant encore un bon moment là, dans les bus traditionnels. Bien, à partir de l'an prochain, il y en aura de moins en moins. Mais ça va prendre quand même quelques années, pour être honnête, avant que ça devienne très visible. S'il y en a 20 sur 1700, c'est comme gagner à la loterie si vous en trouvez un, ça j'en conviens. Mais l'idée, c'est qu'à partir de l'an prochain, on change cette orientation-là. Puis, grâce aux bus hybrides, on va pouvoir avoir des bus climatisés. Oui, juste pour ajouter, le président a absolument raison. Les autobus standard diesel consomment beaucoup plus d'énergie, c'est-à-dire carburant, pour faire l'air climatisation. Mais Montréal, c'est une ville hivernale et chaque année, c'est la même chose. Dans les requêtes qui viennent des usagers, l'air climatisation n'est pas une des revendications majeures. Quand il y a une vague de chaleur, comme on vient d'avoir, il y a des gens qui posent des questions, mais dans les mois de janvier, de février, mars, novembre, décembre, on n'a jamais des requêtes de ce type-là. Et l'objectif de la STM après 2025, c'est d'avoir une flotte électrifiée. Et cette flotte va nous permettre de donner un service comme vous revendiquez aujourd'hui. Comme Philippe a aussi dit que les autobus hybrides, la consommation d'essence devient moins un enjeu et qu'on va ajouter dans nos commandes d'avenir, commençant en 2016, 2017, les autobus qui vont être air climatisés. J'aimerais conclure pour vous indiquer qu'il y a déjà certains autobus qu'on utilise comme projet pilote, surtout pour le service à l'aéroport, pour le 747, à cause du type de service qu'on a là-bas. Mais l'objectif long terme est d'avoir une version écologique pour donner les gens l'option d'un autobus climatisé. Oui, mais ils vont être très dispendieux, ces bus-là, les bus électriques. Là. Ça va être quoi, 3 fois le prix des bus traditionnels? C'est un choix qu'on fait également, là, mais on pourra en discuter le mois prochain si vous voulez. La climatisation sur les bus traditionnels, non, ça sera on bien prend moins pas des cher bus que d'acheter électriques des pour bus les avoir. électriques qui vont coûter 3 fois plus cher. Ça fait partie des choix de société de passer vers l'électrification de la là, flotte pour diminuer les gaz à effet de serre, pour diminuer les périodes de chaleur intenses, celles qu'on connaît ces jours-ci. Alors, je vous remercie. Ça fait 2. J'en ai compté 2. Alors, merci. Non, j'avais juste la fermeture des accès au quai, des affaires de même. Non, mais écrivez-nous, vous viendrez me voir dans le métro. Là, je vais recommencer dans quelques semaines, les mardis. Vous enverra la liste des stations qu'on va visiter. Alors, merci, M. Bauer. M. Craig Sauvé. Bonsoir, cher conseiller. Ça a passé une belle été, j'espère. On va prendre le métro après. On va pas jaser la clim dans le métro qu'on n'a pas acheté avec les Azur. Hein. Mais non, sérieux. Vous avez déjà expliqué souvent pourquoi on ne le faisait pas. Oui, j'étais là au débat, au conseil municipal aussi, qu'on a eu en 2010, je pense.
En termes de financement et les fonds verts, ça c'est ma question aujourd'hui. On a vu le 25 où on a eu les résultats des ventes aux enchères de crédits de carbone en Californie. C'était une bonne affaire. On a eu 205 millions de dollars de plus qu'on peut mettre dans le fonds vert. C'était une bonne nouvelle. On a vu dans le devoir, puis il y a des inquiétudes par rapport à l'investissement qu'on peut mettre dans le développement des réseaux, le développement de l'offre de services avec ces fonds verts-là. Avec ces nouvelles ventes qu'on peut faire au marché de carbone avec la Californie, on a plus d'argent dans le fonds vert. Les inquiétudes qui viennent des gens qui suivent ça, l'Alliance Transit, le Creux et autres, c'est qu'on n'utilise pas ces fonds-là pour faire du développement. Donc, je voulais savoir vraiment, je ne sais pas, est-ce que le STM ont fait la pression pour sortir plus du fonds vert? Parce qu'on a vu dans cet article du 31 août que le problème était que, en fait, l'argent stagne dans les coffres, ça ne bouge pas. Puis il y a beaucoup d'argent qui, oui, pour l'électrification et autres, mais il n'y en a pas assez pour le développement. Donc, je me demande, avec les problèmes de financement qu'on a, on en entend beaucoup, jusqu'à quel point est-ce qu'on est là pour faire les représentations, pour sortir des crédits du fonds vert pour le développement de nouvelles lignes, ou le métro, ou quoi que ce soit? Il est clair que l'utilisation du fonds vert a contribué beaucoup à l'essor du service au cours des dernières années. Et c'était une très bonne nouvelle et ça a été très utile. On a augmenté le service considérablement, ce qui a permis d'augmenter l'achalandage. Et c'est toujours parmi les objectifs qu'on vise, l'utilisation du fonds vert. Et c'est ce qui est prévu de toute façon pour permettre l'augmentation de service. Alors on fait les représentations qu'il faut aux endroits où il le faut pour que ces messages-là soient entendus. Et je suis certain qu'ils sont bien entendus. En termes de développement des nouvelles lignes, le métro, comment vous visez ça? Je veux juste savoir on a une fond il y avait des redevances avant qui étaient valorisées à peu près 200 millions de dollars par année. Là, nous sommes avec un fonds vert de 550 millions de dollars par année. Il y en a plus d'argent. J'espère qu'on fait notre part en tant que le métropole de Montréal d'aller chercher plus d'argent dans ce sens-là aussi pour aller suivre la tendance de ces gonflements du fonds vert. Donc, est-ce qu'on voit la différence en termes de l'augmentation de l'argent que le STM reçoit pour aller chercher et faire plus de développement c'est clair qu'on a des projets, ça, on n'en manque pas. Il y a des projets, puis on les partage avec les autorités concernées et on évalue différents scénarios. Mais il est clair que l'existence du fonds vert qui nous a déjà beaucoup aidés, est certainement utile et pourrait être mise à contribution pour nous permettre de concrétiser ces projets-là. Bonjour, Monsieur le conseiller. Le STM appartient à l'ATUC et l'ACTU. Les deux démontré un déficit d'investissement dans le transport en commun, dans l'infrastructure de plus que 60 millions de dollars. Et le STM a appuyé la revendication de les deux pour plus de l'argent fédéral qui combler cette lacune. Deuxièmement, le Conseil municipal de Montréal, il y a 2 semaines, a appuyé une revendication de l'ACTU pour les partis politiques d'être très clairs avec leur programme pour cette élection pour que le transport en commun devienne un enjeu. Par la suite, le Conseil dans le passé a aussi passé des motions spécifiques cherchant l'argent soit dans Chantier Canada, soit dans le Fonds vert, soit dans les autres programmes pour qu'effectivement il y ait plus de l'argent qui va augmenter le part modal de transport en commun, aider les sociétés de remplacer l'équipement avec l'équipement plus performant, augmenter les services, etc. Le Québec est un peu différent que les autres provinces. Le gouvernement fédéral ne fait pas les deals pour le fonds vert directement avec les villes comme il se fait dans les autres provinces. Ça va au gouvernement du Québec dans le SOFID. Et effectivement, c'est eux qui décident les priorités en consultation avec les villes, mais c'est eux qui les décident. Et au Québec, ce n'est pas seulement le transport en commun, il y a des besoins pour infrastructure de l'eau, et ça, c'est toujours prendre une large partie de l'argent qui vient de fonds verts. Je pense que l'important, c'est de ne pas manquer ces campagnes électorales. Le Parti libéral vient d'annoncer des choses intéressantes la semaine dernière. Est-ce que les autres vont suivre? Les gens ont le droit de savoir, les gens ont le droit d'exiger que les chefs de parti expliquent comment ils vont combler ces lacunes et nous aider de faire notre mission pour l'avenir. Pour moi, c'est clair, je dis ça en conseil municipal, c'est la concurrentialité économique du Canada qui est en jeu, mais aussi la qualité de vie des gens.
soit on va continuer de perdre des milliards et des milliards de dollars en congestion et avoir un impact négatif sur l'économie, ou soit cet argent va être augmenté, soit dans un programme ou l'autre, et ça va nous aider de faire ce que nous n'avons pas fait pendant des décennies, de renouveler le réseau, d'augmenter les services, d'ajouter les nouvelles lignes. Je suis ouverte à la format, mais effectivement, les gens ont le droit de savoir, et ça me semble une campagne électorale, c'est le point naturel de trouver les points de vue des partis. Et pour les demandes au fonds vert, est-ce que vous avez besoin des mises de fonds de la ville aussi pour avoir des fonds du fonds vert aussi? Je veux savoir en tant que conseiller si nous, on doit aller de l'avant et mettre de l'argent aussi avec pour avoir des projets ou quoi que ce soit. Je ne sais pas comment ça fonctionne techniquement, mais ça m'aiderait à savoir. Les programmes d'amélioration de service aussi, c'était 50-50. Donc, ville, STM. Est-ce que c'est la formule qui devrait être maintenue? Il y a des discussions à savoir est-ce que le ratio pourrait changer, mais il faut être conscient que ce sont des investissements récurrents par rapport aux investissements dans l'immobilisation, par exemple. Mais quand on augmente le service, il faut qu'on continue à investir le même montant année après année. Donc, il faut prendre tout ça en considération pour être certain de pouvoir maintenir les engagements une fois qu'on les a pris, une fois qu'on les a mis en œuvre, il faut être capable de les maintenir dans le temps. Donc, c'est important de bien choisir les projets aussi, mais soyez sans crainte, là, toutes les représentations qu'on peut faire, on les fait, et ces discussions-là ont cours. Elles ont cours, évidemment, plutôt en privé, mais elles ont lieu quand même. Merci beaucoup. Merci, M. Sauvé. Ça met fin à la période des questions. On va passer maintenant à l'ordre du jour de l'Assemblée du 2 septembre. Alors, j'appelle l'article 1 de l'ordre du jour. Adopter l'ordre du jour de la présente Assemblée en ajoutant les articles 12.2 et 14.3. Je propose. J'appuie. L'article 1 est adopté. J'appelle l'article 2. Approuver les procès-verbaux des assemblées tenues les 8, 9 et 16 juillet 2015. Je propose. Et je les appuie. L'article 2 est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 3. 3.1. Adjuger des contrats à Acier Tag, Acier Ouellet et la Corporation d'Acier Alliance pour la fourniture de métaux ferreux et non ferreux. 3.2. Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement des contrats adjugés à divers fournisseurs dont vous retrouverez la liste sur notre site web de demain pour la fourniture de roulements et manchons. 3.3. Accepter le mandat de la Société de transport de Lévis pour l'acquisition d'autobus 40 pieds hybrides électriques diesel à plancher surbaissé dans le cadre du contrat adjugé à Novabus. 3.4. Adjuger des contrats à Copicom Solutions et Xerox pour l'acquisition d'imprimantes multifonctions et contrats de service. 3.5. Adjuger un contrat à Hilti pour la fourniture d'outillage de marque Hilti. Je propose. Les articles 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 4. 4.1. Adjuger un contrat de service d'agent de sécurité à Neptune Security. 4.2. Adjuger un contrat de service de remorquage pour autobus et véhicules de service à le groupe de remorquage professionnel. 4.3. Adjuger à RCI Environnement et André Grenier des contrats de service pour la collecte et le transport multimatières recyclables et de pneus de métro hors d'usage. 4.4. Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat adjugé à Solutions Emergency pour l'acquisition et l'implantation d'un logiciel de répartition assisté par ordinateur. Je propose. J'appuie. Les articles 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 5. 5.1. Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de service juridique en droit public administratif et municipal adjugé à Bélanger-Sauvé. 5.2. Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de service professionnel adjugé à Sidley pour la gestion de la marque et fournir des services généraux de marketing, communication et design. 5.3. Autoriser la prolongation du contrat de service spécialisé en technologie de l'information adjugé à le groupe Créatech. 5.4. Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de service professionnel adjugé à CLX Réseau Canada pour la réalisation d'une plateforme pour la diffusion d'horaires d'autobus et autres contenus. 5.5. Adjuger un contrat de service professionnel à conseiller en gestion et informatique CGI pour accompagner la STM dans la gouvernance d'une solution TI. Je propose. Et je les appuie.
Les articles 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 et 5.5 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 8. 8.1, autoriser l'exercice partiel d'une option et approuver une modification au contrat de fourniture d'un système de fixation pour rail adjugé à Les Industries Railwell. 8.2, autoriser la sous-location d'espace à bureau par Stantec Expert Conseil. 8.3, autoriser le protocole d'entente avec Hoop Realty dans le cadre de la construction d'un puits de ventilation naturelle dans l'édicule University Station McGill. 8.4, adjuger un contrat à Unigertech pour la construction de puits de ventilation naturelle Station McGill. Je propose. J'appuie. Les articles 8.1, 8.2, 8.3 et 8.4 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 9, 9.1 à 9.5. 9.1, autoriser une augmentation de la réserve pour contingence du contrat adjugé à Célèbre Construction pour la réfection de l'édicule nord, mur tympan et travaux connexes à la station Laurier. 9.2, approuver une modification au contrat de réfection de la station Jean Drapeau adjugé à Groupe Axino. 9.3, adjuger un contrat à construction Genfort pour finaliser la réfection du corridor Belle Banque Nationale à la station Square Victoria OACI. 9.4, adjuger un contrat à Groupe Descarelles pour la réfection de l'édicule Maisonneuve et travaux connexes à la station Atwater. 9.5, octroyer un contrat au Centre de conservation du Québec pour la restauration de l'œuvre d'art Passus, station McGill. Je propose. J'appuie. Les articles 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 et 9.5 sont adoptés. J'appelle l'article 9.6. Adjuger un contrat à Ondel pour la réfection de la voûte et du système de protection incendie en tunnel. Je propose. Appuyé. L'article 9.6 est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 12. 12.1, autoriser une enveloppe budgétaire pour les coûts d'entretien et de réparation non prévus au bail avec fonds de placement immobilier communal. 12.2, autoriser une entente avec la société en commandite Stationnement de Montréal pour le maintien de la solution de paiement par carte de crédit à des bornes de stationnement pour la 747 Ouest. Je les propose. Je les appuie. Les articles 12.1 et 12.2 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 13. 13.1, adopter le système de pondération pour des services professionnels pour un panel client de recherche en ligne pour les besoins d'enquête et sondage. 13.2, adopter un système de pondération pour des services professionnels pour la réalisation de divers mandats en génie mécanique électrique et expertise relative aux équipements et machineries. 13.3, adopter le système de pondération pour des services professionnels pour la réalisation de divers mandats en génie industriel. 13.4, adopter le système de pondération pour des services professionnels en archéologie. 13.5, adopter le système de pondération pour la mise en valeur des voitures de métro MR63. Je propose. Je les appuie. Les articles 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 et 13.5 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 14. 14.1, obtenir une dispense du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire de procéder par appel d'offres publiques pour le renouvellement des contrats de la société avec les agences de notation de code de crédit. 14.2, adopter une directive d'autorisation au directeur général en matière d'émission de titres à des tiers. 14.3, approuver le programme de promotion de l'offre de Transport Québec sur les programmes d'abonnement de la STM. Je propose. J'appuie. Les articles 14.1, 14.2 et 14.3 sont adoptés. Alors, ça met fin à l'ordre du jour de l'Assemblée régulière du Conseil d'administration de la Société de transport de Montréal du 2 septembre 2015. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouve le mois prochain. Au revoir.